C'est une première mondiale dans le sens où c'est la première fois que l'ensemble des acteurs d'un système électrique et énergétique, on pourrait dire au sens large, se réunissent pour modéliser le système d'après. C'est ce qu'on appelle le backcasting. Alors, backcasting, c'est quoi? C'est d'avoir une vision qui peut être théorique d'ailleurs et qui n'est pas nécessairement, qui ne va pas forcément se matérialiser, mais enfin, qui est une vision aboutie. On peut qualifier cette vision aboutie de système full 3D, par exemple, décentralisé, décarboné, digitalisé. Parce que chacun va y mettre différentes choses. On peut le parler à 100% renouvelable ou pas. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans nos débats, c'est qu'on n'est pas dans un débat est-ce qu'on est pour le renouvelable, contre le renouvelable, pour le nucléaire, contre le nucléaire, pour le centralisé, contre le décentralisé. On est simplement dans une vision de système abouti. Et je crois que ça, c'est le point le plus fondamental. Et je vais vous surprendre, personne ne s'est posé la question aujourd'hui. Alors je dis personne, à une exception près, le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois aujourd'hui a un programme dit EnergyOS, qui vise très précisément à définir les conditions technologiques et économiques de ce système. On ne sera pas surpris de savoir qu'il y a des entreprises comme Envision et quelques autres, entreprises entrepreneuriales, mais aussi avec des acteurs plus établis chinois, qui sont aujourd'hui en train de concevoir, de travailler à ce système, alors pas tout seul, puisqu'ils mobilisent aujourd'hui la Silicon Valley, et que Envision, donc cette société chinoise qui est en quelques années devenue un des leaders de l'énergie décentralisée en Chine, est aujourd'hui un partenaire de choix de l'université de Stanford et a mobilisé plusieurs dizaines de chercheurs sur ces questions-là. Alors de quoi parle-t-on? On parle d'un système énergétique complètement changé. Alors je vais juste, sans rentrer dans trop de détails, vous dire c'est quoi ce système énergétique et pourquoi est-ce qu'il change. D'abord, je vais faire une petite analogie de dire la bataille entre l'électricité et le gaz, c'est un sujet ancien, est sur le point d'être surmonté. D'abord, parce que Bernard Salade a dit, il y a l'électricité partout, et en même temps, je vais être un peu facétieux parce que l'électricité c'est du gaz, et le gaz c'est de l'électricité. Power to gas, gas to power. Alors ensuite on m'objectera de dire mais attendez, il y a un machin qui s'appelle le carbone au milieu, et comment est-ce qu'on traite le carbone, et je vais y revenir. En fait, le gaz dont je parle, a priori, ça doit être un gaz sans carbone, parce que si on a du gaz avec du carbone, c'est pas terrible. Ce qui peut imaginer créer un certain débat au sein de la maison Engie, mais qu'il faut regarder en face, parce que le monde sans carbone, c'est un monde vers lequel on va. Donc on peut trouver ça bien ou pas bien, enfin, il vaut mieux quand même pour nous tous qu'on y arrive. Alors, il y a 5 révolutions qu'il faut comprendre et qui justifient cette démarche et qui structurent la démarche d'Isabelle Kocher depuis qu'elle a pris les commandes d'Engie il y a 1 an, et qui justifie le fait qu'elle a pris cette initiative un peu singulière, qui est celle de proposer à quelqu'un qui ne vient pas du tout du monde de la grande entreprise, qui est un entrepreneur, de rejoindre le comité exécutif d'Engie pour pas simplement s'occuper de recherche, technologie et innovation, mais créer dans ce qu'on appelle Engie Fab, qui est à quelques encablures d'ici, qui se trouve au centre de Paris, près de la gare Saint-Lazare, un espace, mais c'est plus qu'un espace, c'est 500 mètres carrés, un espace qui a vocation à créer les nouveaux business à très grande échelle du groupe. On appelle ça les éléphants. D'ailleurs, on a repris une terminologie, on avait les licornes, mais maintenant ce sont les éléphants, et on a repris la terminologie pétrolier. Parce qu'en fait, on est dans cette vision-là, une vision un peu pétrolière. Alors, je vais commencer mes 5 révolutions par celle que vous imaginez, c'est celle du solaire. Celle du solaire et de l'éolien aussi, parce que vous avez peut-être noté les progrès incroyables de l'éolien offshore ces derniers mois. On a vu des projets se rapprocher des 40 € du mégawattheure sur des projets offshore. Alors, c'est hors connexion, dans le coût de raccordement. Enfin, c'est quand même des progrès absolument immenses qui ont été faits en peu de temps. Les progrès, effectivement, les plus spectaculaires, c'est ceux du solaire. Solaire Direct, quand on a fait notre premier projet, que je vous invite à aller voir, c'est un beau projet juste à côté de Cadarache, à Vinon-sur-Verdon, dans le Var, inauguré en 2009, tarif d'achat 300 et quelques € du mégawattheure, et à peu près à l'époque c'était pas loin de 500 $ du mégawattheure. Ça c'était il y a 8 ans.
projets qui sont en cours de construction, 150 MW, les derniers projets en cours de construction, 150 MW au Mexique, le seront à $30 du mégawattheure, donc à peu près 20 fois moins. Pour prendre une autre analogie, Solaria est devenu Engie Solar, et on rejoint donc le groupe Engie il y a maintenant 2 ans, a gagné il y a quelques jours un projet de 300 MW en Inde à un prix 40% inférieur au prix du charbon indien. Donc aujourd'hui, on peut dire assez largement la messe est dite. Alors pour savoir exactement qu'est-ce que ça fait sur les systèmes électriques, il faut aller au Chili. Et le Chili, pour ce qui me concerne, j'ai inauguré il y a 3 ans avec le Michelin de l'énergie, le premier parc solaire marchand du monde, où il y avait à l'époque 6 MW installés, un prix de l'électricité à $150 du mégawattheure. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, les prix, il y a 3000 MW de solaire qui ont été construits, 1500 d'éoliens. Les prix sont passés à 0. 0 la nuit, 0 le jour, un peu plus que 0 la nuit. Mais pas beaucoup plus. Et les prix de long terme, surtout, c'est ça qui est... Les prix de long terme sont passés de $100 du mégawattheure à 40. 40, c'est la moitié du coût de revient de nos centrales à charbon et au gaz dans ce pays. Nous sommes chez Engie le 2e producteur d'énergie au Chili, avec une magnifique centrale au charbon toute neuve. Ça produit de l'électricité 2 fois plus cher que les appels d'offres qui ont été attribués récemment. Je vous laisse imaginer dans quelle situation économique nous sommes dans ce pays. Je vous remercie de ne pas dire ça aux analystes financiers, tout ça. Nous sommes notre Chatabrousse, n'est-ce pas? Bref. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le système énergétique est complètement chamboulé par cette évolution. Alors il y a une deuxième évolution qui arrive en même temps, c'est l'évolution des batteries. L'évolution des batteries, moins 80%, c'est l'évolution des prix des batteries lithium-ion sur les 5 dernières années, avec des volumes qui ont été eux-mêmes multipliés par 5. Donc là, la course coût-volume qu'on a vue sur le solaire et l'éolien, on la trouve aussi sur les batteries. Et nous avions dans nos locaux, il y a quelques jours encore, une société israélienne avec laquelle nous travaillons, qui elle développe des batteries Metal Air. Et Metal Air, avec l'objectif d'un coût de stockage de l'électricité qui passerait de $200, qui est le coût $200 du kilowattheure, qui est le coût des batteries lithium-ion, à $15 du mégawattheure pour du stockage long, c'est-à-dire jusqu'à 20 heures. Donc, chose pas totalement comparable avec le lithium-ion, qui est tout à fait adapté au stockage plus court terme. Cette évolution-là, elle conduit à la troisième qu'évoquait Bernard, qui est le basculement des véhicules électriques. Il y a un mois, j'étais à Amsterdam pour annoncer une première, qui est l'acquisition par Engifab, donc l'entité dont j'ai la responsabilité, la première plateforme de station-charge de véhicules électriques en Europe, une société néerlandaise qui s'appelle EVBox. Et il y avait des représentants de la ville d'Amsterdam, des représentants... En fait, il y avait 300 personnes. C'est une conférence qui s'appelle Révolution, petit R, grand E, grand V, Evolution. Et la ville d'Amsterdam était présente et ils nous ont dit, voilà, vous savez quoi, déjà 50% des taxis à Amsterdam sont électriques. Ceux d'entre vous qui jouent à ski-pole, comme c'est le cas pour moi de temps en temps, sont toujours sidérés de voir que... En fait, ce sont d'ailleurs des Tesla. Que les véhicules électriques sont partout. Et l'année prochaine, en 2018, 100% des véhicules, des taxis à Amsterdam seront électriques. Dès à présent, il y a 1500 bornes, principalement installées par EVBox, à peu près tous les 100 mètres. La conversion est en marche. La ville d'Oslo est venue aussi présenter sa vision des choses et nous ont laissé entendre l'une comme l'autre que le centre-ville d'Oslo et le centre-ville d'Amsterdam seront probablement interdits aux véhicules non électriques ou non hydrogène à relativement court terme. On a aujourd'hui cette conjonction de phénomènes. On a le choix du véhicule, les autonomies qui se rallongent, les infrastructures qui se développent, les villes qui se mobilisent. Et ce basculement, il va se faire infiniment plus rapidement que la plupart des gens l'imaginent. Ce qui ne va pas aller sans problème, parce qu'on peut dire tout ça c'est très bien pour le réseau électrique, en fait, oui et non. Ça va se traduire par un stress incroyable sur le réseau électrique. J'étais personnellement avec une de nos filiales qui s'appelle Grid Charge Network à Santa Clara il y a quelques semaines, et elle installe des batteries chez des distributeurs principalement, et ils ont un système de logiciel très intéressant qui permet de mesurer les évolutions, l'impact de ces batteries et pourquoi est-ce qu'elles interviennent pour couper les freins de demande. Et là, j'étais fasciné de voir
des pointes absolument radicales de demande. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je dis que c'est les véhicules électriques. Voilà, il y a des véhicules électriques chez ce distributeur qui se raccordent, et ça a un effet absolument drastique sur le réseau. Alors certains disent que ça va être très bien parce qu'on va utiliser les batteries des véhicules, certes. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est pas pensé, on va au-devant d'un très grave problème. La quatrième révolution, en fait, elle va nous aider à résoudre un peu tout ça, et je pense que c'est un peu le débat qu'on souhaitait avoir aujourd'hui. C'est un débat technologique. Le débat technologique, c'est quoi? Comment un système comme ça peut tenir? Eh bien, il peut tenir, d'abord, il faut regarder comment est-ce qu'il peut tenir, ou comment est-ce qu'il peut ne pas tenir. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, et je crois que Bernard l'a dit avec beaucoup de clarté, c'est qu'on n'est pas simplement dans un sujet d'équilibrage offre-demande de manière statique, on est sur un sujet technologique qui doit assurer au centième de seconde la stabilité du réseau. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui qui arrivent. Des technologies d'électronique de puissance, d'Internet des objets, d'intelligence artificielle. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des efforts absolument considérables qui sont faits partout, notamment en Chine et dans la Silicon Valley, on reviendra sur la France, pour traiter cette question. Pourquoi? Parce que c'est pas est-ce qu'on est pour ou contre la décentralisation, est-ce qu'on est pour ou contre un système renouvelable. L'exemple du Chili montre que de toute façon ça arrive. Alors on peut essayer de le retarder, mais ça arrive. Et là, si on est acteur de l'énergie et si on est régulateur, quelle position faut-il avoir? Doit-on dire, oh là là, tout ça c'est pour demain, ça arrivera peut-être un jour, et puis finalement on s'en sortira sans? Ou bien, est-ce qu'il ne faut pas traiter la question tout de suite de manière préemptive? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'UFE, sous la responsabilité d'ailleurs de Christine Bougueillon, à qui il faut rendre hommage, je pense que c'est elle qui a identifié ce sujet-là comme un sujet central, s'est dit, ce sujet-là, il faut s'en emparer pour ensuite, face aux politiques et aux régulateurs, pour pouvoir montrer comment avancer. Et donc, je pense qu'on pourra en débattre, mais aujourd'hui, ce sujet, c'est comment mettre en place ces plateformes technologiques d'électronique de puissance et en même temps de software, probablement avec des standards de type TCP/IP ou autre, pour permettre la communication et la stabilité du réseau en temps réel. Donc il va y avoir une bataille de standards autour de ça. Il y a déjà des armes qui sont en train d'être fournies. Et nous, en France, nous avons les moyens, je veux dire, intellectuels, les moyens industriels, les moyens d'innovation pour y arriver, pour autant qu'on prenne la mesure de l'enjeu industriel et technologique maintenant. Je voudrais juste terminer sur une dernière révolution qui est, elle, une révolution gazière. Ce n'est pas le gaz de schiste, c'est cette idée toute simple que l'électricité, c'est très puissant, mais si on veut faire, et on a pu le mesurer dans un système pas cassant, si on fait un système qui boucle 365 jours sur 365, on a un sujet saisonnier. Et ce sujet saisonnier, donc c'est pas simplement du stockage de quelques heures ou de quelques jours, c'est du stockage de mois. C'est du stockage, mais c'est aussi du transport. Pourquoi? Parce que tu faisais l'allusion de savoir comment est-ce qu'on va faire 100%, comment est-ce qu'on peut faire 100% d'énergie renouvelable à Paris. Alors j'en profite pour dire, il y a une initiative qui a été prise par la région Île-de-France et qui sera annoncée par Valérie Pécresse en septembre, de 100% d'énergie renouvelable en région Île-de-France. J'en profite pour dire, je voudrais rassurer tous ceux qui sont soucieux de l'harmonie de la ville de Paris, que l'idée n'est pas de transformer toute la ville en vaste champ photovoltaïque ou de supprimer la tour Eiffel, la remplacer par une éolienne. C'est tout simplement disant qu'il va falloir importer cette énergie dans la région, et que la manière de l'importer, il y en a deux. Il y a l'électricité, qui quand même, on peut produire de l'électricité, on le fait depuis un certain temps, grâce aux interconnexions dans certains endroits du pays. Et puis on peut aussi le faire sous forme d'hydrogène. Alors pourquoi? Ce serait un grand sujet, on ne veut pas en parler trop longtemps, mais simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a un sujet absolument central chez Engie, qui est cet hydrogène énergie, cet hydrogène à parité fossile. C'est quoi la parité fossile? C'est la production à très très grande échelle, dans une logique minière, j'insiste sur le mot minière,
avec du solaire et de l'éolien très abondant dans certaines zones du monde, d'hydrogène à 5 ou 6 dollars par million de BTU, c'est-à-dire au prix du gaz naturel liquéfié. Il s'agit ni plus ni moins que de remplacer le pétrole et le gaz à un horizon relativement rapide. Mais tout ça n'a de sens que si c'est intégré dans un système. Et ce système-là, je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire ne peut être qu'électrique. Pourquoi? Parce que c'est l'électricité qui fait système. C'est l'électricité qui connecte tous les usages. C'est l'électricité où les plateformes logicielles doivent fonctionner. Et c'est aussi l'électricité, je pense, sur un plan industriel, je crois qu'il faut peut-être le souligner, où on a en France une occasion absolument unique de créer une industrie qui soit, comme ça a été pour le nucléaire ou l'hydroélectricité il y a encore plus longtemps, un leader mondial. Merci beaucoup.